J'ai traversé la France, moi, Jean Dupont, pour voir la nouvelle maison de ma fille Anne, que j'avais élevée en sacrifiant tout. Mais à mon arrivée, elle m'a murmuré « Ne dis pas aux voisins que tu es mon père. Dis simplement que tu es un vieil ami de la famille, venu de Provence. » Ces mots m'ont frappé comme un couteau, opposant mon amour inconditionnel à sa honte pour son père ordinaire. Elle l'a regretté plus tard, car les conséquences de son mensonge ont ébranlé son monde si soigneusement construit. Le murmure d'Anne a traversé la chaude soirée de juin comme une lame affûtée. Je me tenais à côté de mon vieux pick-up Ford cabossé, une main encore sur la poignée de la porte, l'autre figée à mi-chemin vers mon sac de voyage. 3 jours de route à travers les plaines du centre et les collines ondulantes de Bourgogne, et voilà l'accueil que je recevais. La lumière dorée de l'heure magique peignait tout en beauté. Pelouse impeccable, allées immaculées, voiture de luxe qui faisait ressembler mon camion à une relique. Mais les mots d'Anne rendaient cette beauté froide. « D'accord, Anne », ai-je répondu, la voix plate, sans émotion. 40 ans à l'élever, à enchaîner les doubles journées de travail, à vendre mes outils pour financer ses rêves, et maintenant j'étais réduit à un ami de la famille. Le mensonge me brûlait la gorge comme du verre brisé. Anne s'est placée entre moi et la cour du voisin, sa robe de créateur flottant dans la brise du soir. Tout en elle respirait le succès, cheveux impeccables, bijoux discrets, assurance que l'argent procure. Tout, sauf ses yeux qui balayaient nerveusement les maisons voisines. Il fait beau pour voyager, non ? Le voisin s'est approché avec une chaleur sincère, essuyant des taches d'herbe de ses mains, sa tondeuse à gazon reposant derrière lui, symbole de la perfection suburbaine. J'ai forcé un sourire sur mon visage buriné. Oui, long trajet depuis le sud. Les mots sonnaient faux dans ma bouche. J'étais un acteur jouant un rôle dans la vie soigneusement orchestrée de ma fille. Le voisin a hoché la tête avec enthousiasme, lançant une conversation légère sur le climat provençal, tandis que je restais là, mal à l'aise, sentant le soulagement d'Anne à chaque mot inoffensif. Quand la discussion s'est terminée, elle vibrait presque d'énergie nerveuse, son regard scrutant la rue à la recherche d'autres témoins de mon arrivée. J'ai attrapé mon sac de voyage, sa toile usée m'ayant suivi à travers 20 ans de chantier, et l'ai jeté sur mon épaule. Le voisin m'a salué d'un signe de la main, retournant à sa pelouse parfaite. Le ronronnement de sa tondeuse a repris, couvrant le bruit de mon cœur se brisant en silence. Anne s'est tournée vers la maison, ses talons claquant contre l'allée immaculée. « Viens, entrons. » Je l'ai suivie, passant devant des parterres de fleurs dignes d'un magazine. Chaque pas m'éloignait de l'homme qui avait conduit des milliers de kilomètres pour voir sa fille et me rapprochait de l'étranger que j'étais censé être. La porte d'entrée, blanche et imposante, ouvrait sur une vie où je n'avais apparemment pas ma place. Mes doigts calleux se sont serrés sur la sangle du sac, tandis qu'Anne cherchait ses clés. Derrière nous, la tondeuse du voisin continuait son rythme régulier, bande-son de ma transformation de père en fiction. Anne a poussé la porte, et j'ai pénétré dans ce qui ressemblait à une exposition intitulée « Comment vit l'autre moitié ». L'air conditionné m'a frappé au visage, portant un parfum artificiel de vanille au lieu des odeurs de cuisine familiale. Le salon s'étendait comme une salle d'exposition, tout coordonné, coûteux et froid. « Rémi est dans son bureau en train de terminer des appels », a dit Anne, la voix artificiellement enjouée. « Laisse-moi te faire visiter. » Je l'ai suivi à travers des pièces dignes d'un magazine de design. Les meubles semblaient intacts, tous angles droits et couleurs neutres. Mes bottes de travail résonnaient trop fort sur le parquet, chaque pas annonçant mon intrusion dans ce monde immaculé. Les murs racontaient une histoire. Des photos encadrées alignées sur la cheminée et dans le couloir. La famille de Rémi skiant à Chamonix, des clichés romantiques de vacances en Europe. Les enfants à des remises de diplômes d'écoles privées, des portraits professionnels dans des cadres coûteux. Aucune ne m'incluait. Ces murs sont pleins de souvenirs, ai-je dit, la voix neutre. Le pas d'Anne a trébuché légèrement. C'est de notre voyage en Provence l'an dernier. Rémi connaît les meilleurs restaurants là-bas. Dans la cuisine, les comptoirs en marbre brillaient sous des suspensions coûteuses. Anne a rapidement glissé un pot de mes biscuits maison aux flocons d'avoine et au chocolat dans un placard.
On est au régime cétogène maintenant, a-t-elle expliqué sans me regarder. Mais les enfants pourraient essayer tes biscuits, non? Le mot flottait comme une question fragile. Rémi est apparu, téléphone pressé contre l'oreille. Il a levé un doigt, signal universel des gens importants pour dire d'attendre. Quand il a raccroché, son sourire était parfaitement maîtrisé. « Ravi de t'avoir ici, Jean. Anne m'a beaucoup parlé de toi. » Sa poignée de main était ferme, calculée pour montrer la confiance sans agressivité. Tout en lui criait le succès, chemise sur mesure, montre de luxe, démarche de propriétaire. « Belle maison, ai-je dit, caressant l'îlot en marbre. Fondation solide. » Quelque chose a vacillé dans les yeux de Rémi. Il savait, bien sûr, Anne avait dû lui dire que j'avais fourni la compte pour cette vitrine, à un moment où il traversait une crise financière, négligeant les détails légaux. Mais reconnaître ma contribution compliquerait leur récit. Anne a un goût exquis, a-t-il répondu, détournant habilement la vérité. La chambre d'amis ressemblait à une suite d'hôtels. Literie blanche, œuvre d'art générique, une carte sur la table de nuit disant « Bienvenue aux invités » en élégante calligraphie. Aucune photo de famille, ici non plus. Aucun indice que l'homme qui y séjournait avait rendu tout cela possible. J'ai posé mon sac sur le couvre-lit immaculé, la toile usée jurant contre le tissu coûteux. Par la fenêtre, je voyais le voisin encore à l'œuvre sur sa pelouse, vivant sa propre version de la perfection suburbaine. Le bourdonnement du téléphone de Rémi a brisé le silence, un autre appel important réclamant son attention. Anne se tenait dans l'embrasure, évitant mon sac et mon regard. « Le dîner est à 19h30, a-t-elle dit. « Fais comme chez toi. » Faire comme chez moi, dans une chambre conçue pour que personne ne s'y sente vraiment à l'aise. Le lustre de la salle à manger projetait des ombres nettes sur les verres en cristal et les assiettes en porcelaine, disposées avec une précision militaire. J'ai pris ma place à l'extrémité de la table, physiquement séparé du noyau familial à l'autre bout. Le symbolisme ne m'échappait pas. J'étais littéralement en marge de leur vie orchestrée. Rémi présidait la table comme une salle de conseil, découpant un steak coûteux avec une précision chirurgicale. Anne jouait l'hôtesse parfaite, servant et lissant les conversations. Les adolescents, Marc et Sophie, levaient à peine les yeux de leur téléphone, écouteurs à peine visibles malgré les règles du dîner. Seul mon petit-fils de 2 ans, Thomas, offrait une chaleur sincère, tendant vers moi depuis sa chaise haute avec des doigts potelés et un sourire sans arrière-pensée. Dans cette pièce pleine de performances, sa réaction était la seule authentique. « Promu associé principal le mois dernier », a annoncé Rémi, sa voix empreinte de la satisfaction d'un homme habitué au titre. « Maintenant, on peut s'offrir encore plus de luxe. » Anne lui a souri avec une adoration bien rodée. « Hier, nous étions au gala de charité de Jacqueline. Des gens fascinants. Un chirurgien parisien, un PDG d'une start-up cotée en bourse. » Elle énumérait les références comme des trophées, chaque connexion prestigieuse renforçant leur statut social. Marc, l'adolescent de 15 ans, a grogné une vague réponse. Sophie, 12 ans, a demandé à être excusée. « J'ai eu une bonne année aussi, ai-je tenté pendant une pause. J'ai fini la rénovation de la maison Miller, fondation complète, armoire sur mesure. » Mes mots ont atterri comme des pierres dans un étang, créant un silence gêné. La fourchette d'Anne s'est arrêtée à mi-chemin. Rémi s'est soudain passionné pour l'étiquette de son vin. « Rémi, parle-nous de cette fusion d'entreprises », a dit Anne, redirigeant la conversation vers un terrain sûr. Et ainsi, ma contribution à la soirée et à leur vie a été effacée. Rémi s'est lancé dans une explication détaillée de stratégie juridique, tandis que je restais là, me souvenant de dîners différents, Anne partageant ses rêves d'université à la table de notre cuisine à Marseille, moi calculant combien d'heures supplémentaires paieraient ses manuels. Des célébrations quand elle a obtenu son diplôme, son premier emploi, quand elle m'a appelé pour dire qu'elle avait trouvé la maison parfaite. C'est pour notre famille, papa, un endroit où nous serons tous ensemble. J'ai regardé cette salle à manger, où ensemble signifiait performance et famille signifiait cacher son histoire. Thomas a gazouillé et tendu la main vers moi, ses doigts touchant ma joue avec une affection innocente. Au moins, quelqu'un à cette table reconnaissait la famille.
Rémi vérifiait son téléphone entre les bouchées, l'écran bleu se reflétant sur ses lunettes. Client international, fuseaux horaires différents, tu comprends? Je comprenais parfaitement. Tout ici avait une hiérarchie, et je me classais en dessous des appels d'affaires. Anne comblait les silences avec des bavardages sur les événements du quartier. Les enfants répondaient par monosyllabes. Je restais à mon bout de table, observant ma fille diriger cet orchestre d'harmonie artificielle, tandis que mes biscuits restaient cachés dans son placard. Quand le dîner s'est terminé, la famille s'est dispersée comme des acteurs quittant la scène. Rémi a disparu dans son bureau pour d'autres appels. Anne a emmené Thomas pour son bain. Marc et Sophie se sont éclipsés dans leur chambre sans un « bonne nuit ». On m'a offert le choix, télévision ou chambre d'amis. Les deux signifiaient être seul. La chambre d'amis me va, ai-je dit, bien que le sommeil semblât impossible. Anne a hoché la tête, visiblement soulagée. Je suis resté un moment à la table vide, regardant les photos sur le mur. Portraits professionnels, souvenirs de vacances, une histoire visuelle de leur vie ensemble. Aucune ne m'incluait. Le sommeil ne venait pas. Je gisais sur la literie immaculée, fixant le plafond où les ombres des voitures passantes dansaient. 11 heures sont devenues minuit, et mon esprit ressassait le dîner, les conversations, l'orchestration nerveuse d'Anne, les rejets discrets de Rémi, l'indifférence des enfants. La maison s'installait dans le silence, l'air conditionné fredonnant une berceuse artificielle. Mon portefeuille pesait contre ma hanche, 40 ans à porter le même cuir usé, et ce soir, il semblait plus lourd, non pas à cause de l'argent, je n'en ai jamais eu beaucoup, mais des documents pliés à l'intérieur, ceux que mon père m'avait appris à garder prêts. Je me suis assis, les sorties de mon pantalon sur la chaise, utilisant la lampe de mon téléphone pour l'éclairer. La lumière a révélé le premier papier, contrat de propriété, ma signature en encre noire, datée de 3 ans, propriétaire principal Jean Dupont, montant d'investissement 150 000 €, 80% de propriété. Le nom d'Anne apparaissait en plus petit, 20%, contribution financière nulle. 150 000 €, ai-je murmuré, propriétaire principal. Mon téléphone a cliqué doucement, tandis que je photographiais chaque page, une preuve dont je n'étais pas encore sûr de l'usage. Le deuxième document montrait la source de l'acompte, mon compte d'épargne vidé. Le troisième, les reçus de vente de mes outils, 40 ans de Craftsman et de Walt réduits à des chiffres. La maison a craqué au-dessus. Quelqu'un marchait, probablement vers la salle de bain. Je me suis figé jusqu'à ce que les pas s'estompent, puis j'ai continué ma documentation. Ce n'était pas pour confirmer, je connaissais les faits, mais pour me rappeler la différence entre ce qui est juste et ce qui est confortable. La soif m'a conduit à la cuisine vers minuit. Je me suis déplacé prudemment sur le parquet, évitant les planches qui grinçaient. La machine à glace du réfrigérateur a ronronné, tandis que je remplissais un verre d'eau filtrée sans goût. En revenant, j'ai remarqué la porte de la buanderie entr'ouverte. Anne était organisée à l'excès. Tout avait sa place dans son monde parfait. Mais cela signifiait aussi des dossiers. Le classeur marqué « Documents importants » était entre détergents et assouplissants. Ma lampe de poche a révélé des papiers d'hypothèque, des polices d'assurance et une copie de notre contrat de propriété, le nom de Rémi sur les paiements mensuels, mais l'acte racontait une autre histoire. J'ai tout photographié avec la minutie d'un homme vérifiant des plans de construction. « Temporaire », avait dit Anne, ai-je murmuré au document. Rien ici ne semble temporaire. Mon nom apparaissait en gras, racontant la vraie histoire. Qui possédait quoi? Qui avait sacrifié quoi? À 2 heures du matin, j'avais un enregistrement numérique complet de ma position légale. La batterie de mon téléphone affichait 67%, et j'avais 37 photos documentant 3 ans de réalité financière que le dîner avait soigneusement évité. De retour dans la chambre, je me suis assis au bord du lit, parcourant des images de contrats et de relevés bancaires, preuve légale de ce que mon cœur savait. Je n'étais pas un ami de Provence. J'étais les fondations de cette maison, enfouies sous des couches de prétention sociale, mais toujours solides. Le soir suivant, Anne a annoncé une fête chez les voisins avec l'enthousiasme d'une opération militaire.
Elle avait passé la journée à préparer la maison comme une scène, tandis que j'aidais Rémi à tailler les haies, prétendant que ma revue des documents n'avait pas eu lieu. « Mais ça », a-t-elle dit, tenant une chemise de Rémi, coton coûteux avec une étiquette de créateur. « Pour mieux t'intégrer. » J'ai regardé ma chemise en flanelle, douce d'années de lavage, honnête comme du Denis Musée, puis l'offrande immaculée de Rémi. Bien sûr. La chemise tirait sur mes épaules, me faisant bouger autrement. Dans le miroir, je ressemblais à un acteur déguisé. Anne est apparue derrière moi, ajustant le col avec nervosité. « Souviens-toi, tu es un ami de Provence, rencontré par des connaissances communes. Garde ça simple. » Je voulais lui parler des documents, de la propriété légale, mais ses mains tremblantes m'ont dit que ce n'était pas le moment. Elle se noyait dans ses propres illusions, et ajouter la vérité la ferait couler plus vite. La cour du voisin ressemblait à une page de magazine. Guirlandes lumineuses entre des chênes, cuisine extérieure hors de prix, meubles arrangés avec une précision étudiée. Bernard, l'hôte, nous a accueillis chaleureusement en grillant des steaks coûteux. « Comment va le business des investissements immobiliers ?» a-t-il demandé, Anne ayant visiblement établi ma fausse profession. « J'ai aidé avec cette maison », ai-je dit, désignant la propriété d'Anne. Anne a toussé bruyamment. « Jean, parle-leur du climat en Provence. » La conversation coulait autour de moi. Maison de vacances sur la Côte d'Azur, admissions aux écoles privées, millésime de Bordeaux. J'écoutais des gens mentionner des dépenses de week-end dépassant mes meilleurs mois. Jacqueline, la coordinatrice sociale, portait son statut comme un bijou. On envisage un tuteur pour Madison, Sciences Po est si compétitive. Sarah a hoché la tête. La femme de notre pédiatre gère les candidatures parisiennes. Les connexions sont tout. Michel, un entrepreneur tech, parlait en millions en sirotant des cocktails. Le secret, c'est de savoir quand se caler, a-t-il dit à Rémi, qui écoutait avidement. J'ai tenté de contribuer, j'ai construit des fondations l'an dernier, économisant 30 000 en réparation. Conseil en construction, a interjeté Anne, un domaine spécialisé. Les yeux de Bernard se sont aiguisés. Construction, c'est différent des investissements immobiliers. Compétences différentes, même principe, ai-je répondu, naviguant dans le champ de mine d'Anne. Travail de fondation, s'assurer que tout reste solide. Anne m'a dirigé vers des sujets plus sûrs, mais chaque conversation revenait à l'argent, au statut. « Ne partage pas tout, papa », a-t-elle murmuré pendant une accalmie. Le mot « papa » a glissé comme une confession, vite regrettée. Personne n'avait entendu, couvert par les rires sur les problèmes d'entretien d'un yacht. La chemise empruntée me serrait davantage à chaque heure. Je n'appartenais pas à ce théâtre, incapable de retenir mes lignes dans leur drame de vie parfaite. Le soulagement d'Anne était palpable quand nous sommes partis, son sourire tenant jusqu'à l'appel final du rideau. De retour chez elle, l'épuisement a remplacé sa performance. Rémi a disparu pour des appels. J'ai dit « J'ai besoin d'air ». La porte du garage était entr'ouverte. Je me suis glissé à l'intérieur, tirant le cordon de l'ampoule. La lumière a révélé l'organisation d'Anne. Décoration de Noël étiquetée, vêtements triés, outils rangés avec précision. Derrière les décorations, une boîte étiquetée « Vieille chose ». Je l'ai tirée, la poussière dansant dans la lumière. Le carton usé s'est ouvert sur une vie oubliée. Anne a 6 ans, souriant près d'un poisson pêché au lac d'Annecy. À 12 ans, fière dans son uniforme de baseball. À 18 ans, en toque de diplômée, mon bras autour d'elle. Mes mains tremblaient en soulevant chaque photo, des moments où nous suffisions l'un à l'autre avant que le statut ne devienne sa mesure de valeur. Sous les photos, des trésors. Un gant de baseball, une carte de fête des pères, sa lettre d'acceptation à l'université avec ma note. N'oublie jamais qui se tient avec toi. Tes fondations sont solides parce qu'elles sont bâties sur l'amour. Toujours à toi, papa. Elle l'a gardé, ai-je murmuré, mais caché comme un secret honteux. Le gant, les outils que je lui avais donnés, tout était là, entretenu, mais banni. J'ai remballé soigneusement, sauf une photo,
Anne et moi, avec notre poisson, que j'ai glissé dans mon portefeuille, à côté des contrats de propriété, preuves différentes d'une même vérité. La lumière s'est éteinte, plongeant le garage dans l'obscurité. Je suis resté là, tenant deux versions de ma fille. L'enfant qui m'aimait, la femme qui m'avait caché. Le samedi après-midi, une clarté nouvelle m'a envahi. Anne était partie faire des courses avec les enfants, Rémi au golf avec les voisins. La maison silencieuse m'a donné l'intimité nécessaire. J'ai appelé Thomas Moreau, avocat avec qui j'avais travaillé pour l'achat de la maison, quand Anne, encore étudiante, était reconnaissante de mon aide lors de leur crise financière. Thomas, c'est Jean Dupont. Peux-tu revoir le contrat de la maison à Neuilly-sur-Seine? Je veux connaître mes droits exacts comme principal actionnaire. Bien sûr, Jean. Tu parles de la propriété où tu as fourni l'acompte de 150 000 €, 80% de propriété. J'ai étalé mes copies sur le lit, photographiant chaque page pendant que nous parlions. Sans ta signature, ils ne peuvent modifier la propriété, transférer le titre ou prendre de décisions financières majeures, a expliqué Thomas. Tu peux réclamer l'occupation, exiger des signatures pour un refinancement, forcer une vente ou établir un bail. Les mots s'imbriquaient comme des pièces de puzzle, pas de vengeance, mais de la clarté. Ce n'est pas la colère, Thomas. C'est pour que tout le monde comprenne les vraies fondations de cette famille. J'ai organisé les photos sur mon téléphone en un dossier méthodique. Laisse-moi réfléchir aux prochaines étapes. Je te rappelle lundi. Après l'appel, je me suis assis, entouré de preuves de ma position légale. 3 jours plus tôt, j'espérais une connexion avec ma fille. Maintenant, je tenais la preuve que je possédais la scène de leur performance sociale. L'ironie était amère. Anne m'avait demandé de ne pas dire que j'étais son père, ignorant que je n'avais pas besoin de l'approbation des voisins. Des portières ont claqué dans l'allée. Anne luttait avec des sacs de courses bio et du vin coûteux. « Comment était ta matinée, papa » a-t-elle demandé, sa voix légère. « Très productive » ai-je répondu, les dents avec les sacs. « J'ai réglé des affaires importantes. » Anne a souri, satisfaite. « On emmène les enfants au lac demain. Ça te va de surveiller la maison ?» J'ai hoché la tête. Ravi de garder un œil sur les choses. L'ironie de surveiller ma propre propriété était presque amusante. À 18h, le SUV a disparu dans la rue. Je me tenais sur le porche, saluant comme l'utile beau-père, puis je me suis tourné vers la maison qui m'appartenait à 80%. Pour la première fois, je me déplaçais sans jouer l'invité. Pas de pas prudent, pas de regard nerveux vers les photos qui m'excluaient. Dans la cuisine, j'ai choisi un faux filet de premier choix, sel et poivre, cuit dans une poêle en fonte. Steak simple, comme Anne l'aimait enfant, ai-je dit à la cuisine vide, me souvenant d'elle à 12 ans, avant les régimes cétogènes et les voyages en Europe. Les repas partagés guérissaient le chagrin après la mort de sa mère. J'ai porté mon assiette au patio, où les meubles coûtaient plus que ma première voiture. Le steak avait le goût de l'honnêteté. Famille, ai-je dit au silence suburbain. Drôle comme les définitions changent avec l'argent. Le souvenir d'Anne m'appelant 3 ans plus tôt, excité par l'achat de la maison, « C'est pour notre famille, papa, un endroit où nous serons ensemble », résonnait différemment maintenant, entouré de preuves de mon exclusion. J'ai fini mon dîner tandis que le soleil peignait des ombres sur le patio, puis j'ai exploré la maison comme un propriétaire. Au salon, je me suis installé dans un fauteuil confortable face à la fenêtre. La photo de pêche du garage reposait sur la table d'appoint, le sourire d'Anne à 6 ans, contrastant avec les portraits formels autour. La maison semblait honnête en solitude, révélant les fondations que j'avais construites. Des portières ont claqué plus tôt que prévu. « Papa, merci d'avoir surveillé la maison », a lancé Anne en entrant, rayonnante. Le lac était parfait, et savoir que tu étais ici était si relaxant. Je me suis levé lentement, ma posture différente, non plus un invité, mais quelqu'un à l'aise dans son propre espace. « Mon plaisir », ai-je dit, sincère. Rémi traînait des bagages, les enfants passaient, épuisés. « Tout s'est bien passé ?» a demandé Rémi, déjà ailleurs mentalement. « Très bien », ai-je répondu. « J'ai réfléchi à la gestion de la propriété et les aspects légaux. » Mon ton a fait hésiter Anne. Rémi s'est crispé.
J'ai sorti mon téléphone montrant le contrat avec ma signature. Tu m'as demandé de ne pas dire que j'étais ton père. Je l'ai respecté. Mais cette maison est mienne à 80% et je reprends le contrôle des décisions. Les mots ont frappé comme des coups. Anne a blêmi. Rémi a attrapé son téléphone, tentant de rester calme comme l'avocat qu'il était. Je vais consulter mon avocat. On peut négocier. Consulte qui tu veux, ai-je dit. Je ne prends rien qui ne soit pas à moi. Je rappelle juste qui est le propriétaire. Les enfants, figés dans le couloir, sentaient le conflit. Anne s'est placée entre eux et nous. Nous avons une vie ici, a-t-elle plaidé, la voix brisée. Les écoles, mes amis, notre place dans la communauté. Tu ne peux pas tout détruire. Je l'ai regardée, voyant la femme effrayée sous la façade. Je ne détruis rien, Anne. Je clarifie qui a construit quoi. Rémi arpentait le sol, laissant des messages à ses contacts légaux, sa voix plus tendue à chaque appel sans réponse. Les documents sont clairs, ai-je continué. Thomas Moreau a tout confirmé. Sans ma signature, vous ne pouvez rien changer. Anne s'est effondrée sur le sofa, ses mains tremblantes. Pourquoi ? A-t-elle murmuré, les yeux pleins de larmes. Pose-toi la question, Anne. Pourquoi l'homme qui a rendu cette vie possible est devenu un secret à cacher ? Les pleurs de Thomas flottaient d'en haut. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit en me levant. C'est s'assurer que cette famille repose sur la vérité, pas la honte. Anne m'a regardé comme à 6 ans quand je lui avais expliqué que sa mère ne reviendrait pas. Que se passe-t-il maintenant ? A-t-elle demandé. J'ai marqué une pause à l'entrée de la chambre d'amis. Maintenant, nous redéfinissons ce que famille signifie. Sur l'honnêteté, pas sur des sacrifices cachés. 2 heures ont passé dans un silence oppressant, ponctué par les pleurs de Thomas et les appels vains de Rémi. Anne était voûtée sur le sofa, son mascara tachant ses joues, sa robe froissée. « Papa, s'il te plaît », a-t-elle murmuré. « Tu ne comprends pas comment les gens jugent ici. Ton pick-up, tes vêtements, tes mains, ils font des suppositions. » Je me suis avancé dans le salon. « Je comprends, Anne. Je t'ai tout donné, et tu m'as caché comme un secret honteux. » Rémi arpentait, téléphone en main, chaque appel sans réponse érodant sa confiance. Il te regarde et voit un homme qui a construit avec ses mains, pas avec des connexions, a sangloté Anne. Je ne voulais pas avoir honte. Je voulais appartenir à un monde qui comptait, et toi, tu ne comptais pas. Sa confession m'a frappé. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, a-t-elle admis, quelqu'un qui cache son père parce que son camion ne va pas avec le quartier. Rémi a claqué son téléphone sur le comptoir. Tous les avocats disent la même chose. Ta position est inattaquable. Anne a suivi dans la cuisine. Que veux-tu ? De l'argent ? Une reconnaissance ? Je veux ma fille, ai-je dit. Celle qui était fière de ses racines. Anne s'est effondrée contre l'îlot. Je suis désolé, papa. Je t'aime, je n'ai jamais cessé. J'ai juste oublié comment le montrer. Les pleurs de Thomas s'intensifiaient. Elle s'est dirigée vers l'escalier, tenant son fils. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-elle demandé. « Je retourne en Provence et je gère ça proprement avec des documents légaux. Tu verras ce que la justice signifie quand elle repose sur l'amour. » Thomas s'est calmé contre son épaule, ses doigts s'enroulant autour des miens. 2 semaines en Provence m'ont donné le temps de réfléchir. Anne appelait tous les jours, anxieuse. Rémi cherchait des précédents légaux inutiles. J'ai travaillé avec Thomas Moreau sur une solution inattendue. « C'est inhabituel, Jean », a-t-il dit, examinant les documents. « La plupart forceraient une vente. »« La plupart n'ont pas élevé la fille qui les a trahis », ai-je répondu, signant la dernière page. Le trust éducatif pour Thomas s'étalait sur son bureau. La maison comme actif principal, transférée à 25 ans avec un diplôme universitaire financé par les revenus futurs de la propriété et mes derniers investissements. La famille d'Anne pouvait y vivre, mais la propriété appartiendrait à quelqu'un qui en comprendrait la valeur. Il obtiendra tout s'il le gagne, ai-je dit. 23 ans pour apprendre ce que sa mère a oublié. J'ai conduit chez moi à Marseille
passant des quartiers où les gens ne s'excusaient pas pour leur camion. Mon appel à Anne était prévu à 16 heures. « Salut, papa. Les arrangements légaux ?»« Fini, ai-je dit. Papier signé. » Silence. « La maison ne me revient pas, Anne. »« Que veux-tu dire ?» J'ai laissé les mots faire effet. « Trust éducatif. Thomas obtient la propriété à 25 ans s'il obtient un diplôme. » Silence, puis espoir. « Papa, après tout ce que j'ai fait, pourquoi ? Pour qu'il sache que les fondations comptent plus que les façades. » Ses larmes coulaient doucement. Le trust paie aussi son éducation, mais il saura qui l'a financé. Pas de secret. Pouvons-nous parler plus de nous ? Appelle-moi demain, Anne. Nous avons 23 ans pour reconstruire. Octobre apportait des matins frais. Je lisais les messages d'Anne sur mon porche. Les photos montraient Thomas marchant à 14 mois, allant vers ma boîte à outils. « Peut-être a-t-il hérité de plus que tes yeux », écrivait-elle. Anne m'avait présenté comme son père lors de ma dernière visite à Neuilly, sa voix pleine de fierté. Rémi s'était adapté, les enfants me traitaient comme leur grand-père. Une vidéo montrait Thomas traçant des images de véhicules de construction. 22 ans et 10 mois, ai-je murmuré, calculant le temps. Le courrier a apporté une empreinte d'argile des mains de Thomas, avec une note. Pour l'atelier de grand-père. J'ai placé l'empreinte sur mon établi parmi la sciure et les outils. Anne a appelé, sa voix chaude. Nous planifions Noël en Provence. Thomas est excité de rencontrer son grand-père. Je veux lui montrer où j'ai appris à être forte. J'ai souri. Apporte ton appétit. Je vais lui apprendre la vraie cuisine, simple, faite avec amour. Après avoir raccroché, j'ai tenu la photo de pêche, maintenant sur mon comptoir. 3 générations en une image. Preuve que les fondations survivent quand les façades s'effritent. Anne a rappelé. Thomas a dit son deuxième mot, marteau. J'ai souri dans la nuit provençale, sachant que certains héritages commencent bien avant les documents légaux, transmis par le sang, la mémoire et l'amour qui bâtit des fondations pour des générations.